Au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Au cœur du masculin. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Yvan Faneuf, un pionnier de la condition masculine. Salut Yvan. Salut Normand. Vraiment content de te recevoir, Yvan, d'avoir ce moment-là avec toi pour parler des masques, tomber les masques qui empêchent les hommes d'aimer pleinement. Fait que, écoute, sans plus tarder, avant de commencer, j'aimerais ça t'introduire à nos auditeurs qui te connaissent pas. Puis ceux qui te connaissent, qui reprennent conscience un peu de ton parcours. Yvan Faneuf, TRA, thérapeute en relation d'aide, thérapeute de couple depuis plus de 30 ans. Auteur des livres best-sellers, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, et Les masques des hommes. Il a reçu en 2023 le prix Hommage Guy Corneau pour son apport exceptionnel à la condition masculine. En fait, titulaire d'une maîtrise en psychosociologie, ses recherches ont porté sur la culpabilité et l'insécurité affective chez les hommes. Il a également conçu le programme Les masques des hommes pour le ministère de la Sécurité publique du Québec et a œuvré comme intervenant en violence conjugale pendant plusieurs années. Yvan accompagne les hommes et les couples dans une transformation profonde visant à sortir des rôles imposés pour retrouver une relation plus vraie à soi et aux autres. Alors, dans cet épisode, on explore ensemble un sujet central, les masques que portent les hommes. Ces rôles de façade souvent inconscients et ce qu'ils coûtent à nos relations, à notre santé émotionnelle et à notre capacité à s'aimer librement. Donc, je te dirais, d'entrée de jeu, Yvan, comment va l'homme en général, tu sais, pour que les hommes que tu côtoies dans ton bureau, et en général, comment va l'homme en 2025? Tu sais, je te disais tantôt, je peux partir dans plein de directions. Je ne sais pas si l'homme va super bien, mais il y a une évolution. Tu sais, on peut dire que dans l'histoire un peu, à un moment donné, je me suis intéressé à l'historique de la condition masculine. Puis ça a bougé, tu sais, dans les années 50, avec l'avènement du féminisme, les femmes ont un peu poussé les gars. Puis les gars qui faisaient des démarches, c'était sûr qu'ils avaient des problèmes de violence ou de consommation. C'est pour ça que les gars se regardaient dans ce temps-là, parce que ce qui était important, c'était de travailler, c'était de subvenir aux besoins de la famille. C'était ça, être un homme, tu sais, là, puis être un dur, être un tough, tu sais. C'était ça le rôle. Puis lentement, il y a eu une intégration du père, tu sais, c'est-à-dire créer le lien avec les enfants. Puis dans les années 80, fin 80, début 90, là, les hommes ont commencé à s'occuper de leur parole, de parler. Avant Guy Corneau, il y a eu des gars, tu sais, ça s'appelait ouais, je me souviens plus du nom, en tout cas, c'est pas grave. Il y a un groupe de gars qui travaillaient tous en violence conjugale. Parce que c'était ça le début, tu sais, du travail sur soi. C'était la violence conjugale. Et ces gars-là ont parti des groupes de parole d'hommes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres thèmes que la violence conjugale qui préoccupaient les gars. Et ensuite, Guy Corneau a parti le réseau Homme Québec qu'on connaît tous, là. Mais on pouvait constater, puis moi je le constatais parce que depuis 1990 que je travaille dans ça, il y avait beaucoup d'hommes que leur plus grosse peur, c'était de ressembler à leur père. Ah, moi, la pire insulte, ça a été comme ton père. Ah là. Puis ça m'intéressait de comment ça que les hommes. Puis moi, je faisais partie de ces gars-là. Là. Je voulais pas être comme mon père. Puis tu sais, c'est parce que il y avait pas de relation. Tu sais, on constate que les pères qui ont des relations avec leurs enfants, même s'ils sont pas parfaits, ben les enfants peuvent s'identifier, leurs fils peuvent identifier à leur père parce qu'il y a une relation. C'est-à-dire qu'ils se parlent, ils font des choses ensemble. Puis une fois qu'il y a la relation, les imperfections sont correctes. C'est quand il n'y a pas de relation, les gars veulent pas être comme leur père, puis ils ont vu leur mère souffrir des défensives de leur père. Puis il y avait une culpabilité importante chez les gars. Je te raconte ça parce qu'il y a eu une petite évolution. Et en même temps, les gars, ils ont ouvert sur la parole, tu sais, parler d'eux, puis s'écouter entre eux. Fait, ils ont appris à développer la relation en même temps. Donc,
moins vouloir pas ressembler au père, tu sais, moins de culpabilité d'être comme le père. La relation à soi et la relation aux autres, dans le fond. Oui, c'est ça. Être capable de nommer ce que tu vis, être capable de créer un lien. Puis on voit plus ça aujourd'hui, tu sais. Moi, ça me frappe. On peut voir des pères qui se promènent avec leur bébé, là. Tu sais, moi, quand j'étais petit, oublie ça, on voyait jamais ça. Jamais. Je vois passer sur la rue, des fois, c'est des pères, ils ont leur petit bébé ici ou en carrosse, deux gars ensemble. Puis c'est pas un couple homosexuel, là. C'est des pères qui se promènent avec leurs enfants. T'sais, moi, je gardais mes petits-enfants la fin de semaine passée. Puis j'étais avec un de mes amis qui est venu avec moi, puis on gardait mes petits-enfants avec un de mes amis le samedi, puis on est allé au magasin, tout ça. T'sais. On n'aurait jamais pensé ça. Là. Mais dans les années 2000, vers 2010, il y a quelque chose qui s'est développé encore plus. C'est la honte d'être un homme. Ça, c'est pas juste moi qui dis ça, parce que la maîtrise que j'ai complétée, là, puis que je vais déposer bientôt, c'est sur la culpabilité puis l'insécurité affective, puis la difficulté chez les gars à prendre soin de soi, puis l'origine de ça, c'est la honte d'être des hommes. Tout le mouvement non genré, là, Ouais. ben, j'ai suivi une formation, 2 formations sur la honte masculine données par Vincent de Gaulle-Jacques. C'est un Français, un prof d'une université de Paris, je sais plus laquelle, il y en a à peu près 7-8, là, à Paris, même 10. Lui, c'est un psychosociologue, il a 73 ans, il se promène à travers le monde, puis tu sais, il s'occupe des doctorats, tout ça. Et les études qui sortent sur le mouvement non genré, là, ce qui en ressort, c'est que c'est basé sur la honte du masculin. Fait il y a comme une honte du masculin parce que les hommes sont responsables de tous les maux familiaux, sociaux, mondiaux, tu sais. Mais en fait, on mélange que ce sont les défensives du conditionnement masculin qui fait ça. Tu sais, vouloir se couper de soi, tu le sais comme moi, ça nous amène à perdre notre sensibilité pour nous puis pour les autres, à être moins en relation. Fait que ça, et d'avoir des défensives qui créent des torts. Puis c'est réel, nos défensives créent des torts, comme les défensives des femmes, mais nos défensives à nous, c'est des défensives d'être durs, d'être performants, d'être tough, d'être coupé de soi. Fait qu'on va avoir des réactions défensives en fonction de ça, tu sais, de l'agressivité, de la fermeture, de la violence dans nos relations. Fait que depuis, je dirais peut-être, j'arrive à la fin de mon petit bout, là. Depuis peut-être une dizaine d'années, je sais pas si toi tu as vu ça dans ta pratique, les gars, moi, ils ont commencé à venir en thérapie, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Pas parce qu'il faut qu'ils arrêtent d'être agressifs, violents ou qu'ils consomment. Non. Parce qu'ils ont envie d'être heureux, normalement. Puis ça me touche de le dire parce que ça, c'est nouveau. Des gars qui font une démarche parce qu'ils ont le goût d'être heureux. Ils partent pas de la même place. Exactement. Pas parce que ils ont fait quelque chose de pas correct. C'est ça que je répète qui est différent. C'est, ils viennent, ils auraient le goût d'être heureux. Ils réalisent qu'ils s'écoutent pas. Fait que ça, c'est positif. Mais le chemin à s'écouter, c'est pas parce que tu dis, moi, je m'écoute que ça y est, tu t'écoutes, là. Tu sais, c'est un apprentissage, là, d'apprendre à s'écouter, à sentir ce que je vis, à déterminer c'est quoi l'émotion, puis quoi faire avec ça. Fait que ça va bien dans ce sens-là, puis il y a beaucoup de mouvements comme ce que toi, tu fais dans ta communauté pour ça, aider les gars à s'écouter. Mais s'occuper de leurs besoins, ça, il y en a pas tant que ça. C'est là qu'on est rendu. Ouais, puis en fait, tu sais, tu me disais ça, tu vois-tu la même affaire que moi en lien avec les générations? Moi, ce que je vois aussi, c'est les jeunes hommes, c'est plus facile d'identifier leurs émotions puis de les nommer. Tu sais, ils parlent plus de leur peur, ils parlent plus Ouais, de leurs ouais, émotions ouais, que les hommes, comme peut-être dans notre génération, à nous autres. ouais. Tu vois ça aussi? Oui, oui, ah oui. Moi, tu sais, ça a été frappant, puis c'est frappant. Les gars qui ont 45 ans et plus, 50 ans et plus, ils cherchent plus quand ils essaient de trouver qu'est-ce qui les habite. Tu sais, le canal est moins clair, tu sais. Tandis que les jeunes dans trentaine, tu sais, 35 ans et moins, ils ont été élevés par des mères, des pères qui favorisaient plus ça, vont être moins pris dans le conditionnement masculin de force puis de performance. Puis ils sont capables de dire j'ai peur. Hey, moi, dans mon temps,
dans mon temps. Quand moi, j'étais jeune, jamais on entendait un gars dire j'ai peur. Tu sais, voyons, c'était la pire affaire à dire, là, tu sais. J'ai peur, j'ai de la peine, ça me fait mal, je suis triste, j'ai honte. Tu sais, fait qu'on va entendre des jeunes gars de 35 ans et moins être capables de dire ça. Puis ça, en fait, là, tu dirais-tu, puis c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que Ouais. je voulais revenir là-dessus. Tu as écrit un livre entier sur le masque des hommes. J'aurais le goût de t'entendre sur qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce thème-là. Ouais, ben oui. Ben, c'est une recherche que j'ai faite d'abord là, au Centre de relations d'aide de Montréal qui s'appelait Le droit à l'émotion chez les hommes en 92 là, jusqu'à 96 à peu près. Là. Et c'est que dans ce temps-là, je faisais des démarches comme au CRAM puis ailleurs dans des groupes d'hommes. Puis ça me frappait les femmes, la liberté qu'ils avaient de nommer ce qu'ils vivaient. Puis moi-même, j'essayais d'identifier ce que je vivais. Puis écoute, c'était pas un chemin clair. Et je voyais les conséquences. C'est surtout ça qui m'a amené à faire ça. Je voyais les conséquences de pas être capable d'identifier ce que je vis puis de m'en occuper. Quand est-ce que j'avais de la peine, tu sais, j'avais une émotion, tu sais laquelle chez les gars, c'était la colère. Mais tu sais, j'avais de la peine, je me refermais, puis à un moment donné, je me fâchais, j'avais peur, je me mettais en colère, tu sais. C'était la seule émotion que les gars, on avait, tu sais. Fait que quand je voyais les conséquences relationnelles puis personnelles, là, je me suis dit, hey, ça me rend malheureux, cette affaire-là, là. De perdre l'émetteur, ça me rend malheureux. Moi. Fait que c'est là que je me suis intéressé à ce sujet-là, puis à ce thème-là. Au début, c'était pas nécessairement dans le conditionnement masculin. Je voulais simplement faire un travail de, voyons, comment ça, j'écoute pas mes émotions. Ça a pas été long que j'ai vu. Ben, c'est parce que je suis pris dans un conditionnement masculin. Puis tu sais, tu disais tantôt, c'est pas conscient. Tu dis ça à ben des gars, puis ils vont dire, ben non, je suis pas dans ça. Mais, tu sais, un moment donné, je faisais un groupe de thérapie. Il y avait des gars et des filles. Puis je parlais de ça, puis il y a un des gars qui dit, c'est pas vrai, ça, le conditionnement masculin. Tous les gars ont le droit de pleurer, puis je l'écoutais. Je dis, regarde, ça se tiendra pas là-dessus, là. Si toi, tu vis pas ça, tant mieux, tu sais. Puis à la pause, il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi. On vient pour reprendre, puis il est rouge comme une tomate. Fait que je le regarde, je dis, ça va-tu? Là, il me dit, là, je commencerai pas à brailler ici, puis devant des femmes en plus. Là, c'est le conditionnement qui a parlé. Parce que Ben c'est oui. pas conscient. Tu sais, moi, je connais, tu sais, j'ai un de mes amis qui écoute ce que je fais puis qui dit, moi, j'ai pas ça. Hey, il est dans ça par-dessus la tête. L'intérêt pour la guerre, pour l'armée, pour, tu sais, ces affaires-là. Jamais, il parle pas de lui jamais. Tu sais, il travaille fort. Le centre de sa vie, c'est son travail, sa blonde. Il n'y a pas de lien affectif en dehors de ça. C'est tout le conditionnement masculin qui fait ça. T'es pas libre d'être simplement toi. T'es pris dans un cadre pas conscient. Fait que moi, quand j'ai fait cette recherche-là, j'ai vu ça. Puis pourquoi les masques? J'arrête pas de m'interrompre, là, Normand. Ben non, c'est fort intéressant, Yvan. OK. Un masque, c'est quoi? Tu sais, la question que je me suis toujours fait poser quand je faisais cette recherche-là, puis que j'ai sorti ce livre-là qui est Devenir un homme vrai, là. C'est pas les masques, mais c'est devenir un homme vrai, plutôt qu'un vrai homme. Un masque, c'est quand tu présentes extérieurement autre chose que ce qui t'habite réellement. C'est ça un masque. On fait tout ça, là, c'est pas grave, là. Mais c'est que les hommes, on a certains masques en particulier. Puis c'est ça que je décris, là. Je décris 12 masques, 3 catégories de masques. Puis lesquels, ouais, c'est ça, lesquels les plus populaires ou les plus utilisés chez les hommes que tu rencontres ou dans ce que tu as écrit, là? Ben, il y a les masques de dureté. Tu sais, paraître un tough, paraître un dur, pas avoir de sensibilité, être fort, performant. Tu sais, il y a 3 ou 4 masques, là. Là, je le sais plus par cœur, là, tu sais. Euh, et ensuite, il y a les masques de rationalité. Ça aussi, c'est masculin. Pas avoir d'émotion. Tu sais, la première catégorie, c'est avoir une seule émotion, la colère. Deuxième catégorie, c'est pas avoir d'émotion du tout, toujours en contrôle. Tu sais, quelqu'un qui veut se montrer toujours rationnel, intellectuel. Avoir de l'émotion, c'est être faible, c'est avoir un problème. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'étais avec
un gars que lui, c'est un intellectuel, un rationnel. Puis on écoutait un match de football. C'était la Super Bowl, ça fait très longtemps de ça, peut-être 20 ans. Puis le coach était super émotif. Puis mon ami avait dit, hey, lui, il est en train de faire une dépression. Je dis, ben voyons non. Pas une dépression, le gars. Il est émotif, il vient de gagner le Super Bowl, tu sais. Fait que les gens, les gars qui veulent être toujours en contrôle puis rationnels, tu sais, on se défend avec ce qu'on a de fort. Si tu es un gars qui a une force de caractère importante puis une affirmation forte, tu vas te défendre avec des masques de dureté. Si tu es un gars qui a un rationnel fort, ben tu vas te défendre contre ta sensibilité, ta vulnérabilité et ta sensibilité par le rationnel. Toujours en contrôle. Puis, il y a les autres masques qui ont apparu dans les années 70-80, les masques de douceur. Les gars qui ont une culpabilité de fond qui est forte, de honte d'être des hommes, puis qui ont essayé de tasser tout ce qui est masculin d'eux, puis se montrer le mouvement non-genré. Là. Ouais. Mais ça existe avant. Tu sais, moi, je me rappelle, le mouvement non-genré, c'est pas nouveau, là. Quand j'étais au cégep en 1979, en 1980, il y a des gars qui venaient en jupe juste pour contester le conditionnement masculin. Puis moi, moi, je jouais au football, puis il y avait un gars qui jouait avec moi, puis il venait des fois en robe ou en jupe, juste pour confronter le conditionnement masculin. Ça fait que Pour vrai, OK. Je savais pas que ça existait depuis... ça arrive. Ben ouais. OK. Il y avait deux gars qui faisaient ça dans l'équipe, puis il y avait d'autres gars. Tu sais. Puis c'était plus fait comme pour tiens, le conditionnement masculin. Aujourd'hui, c'est un mouvement plus profond, là, tu sais, de non-genré. Durant le colloque que tu as participé l'an passé, il y avait un gars qui est venu parler, là, Maxwell Sohar, tu sais, puis c'est approfondi. C'est un gars qui a fait un travail là-dessus. Puis je comprends une contestation plus profonde. Mais même lui, il disait, tu vois, même si moi je suis non-genré, euh, je suis quand même pris dans le silence masculin. Parce que ça part de loin. Hey, ça part de la survie de l'espèce, ça. Le conditionnement masculin-féminin, il est basé sur la survie de l'espèce il y a 30 000 ans. Là. Fait que c'est profond en nous. Ben, en fait, j'aurais une question par rapport à ça. Tu sais, justement, je me suis questionné sur le fait que est-ce que le non-genré ou tout le mouvement, en fait, de masculinité toxique dans lequel on vit avec les Andrew Tate de ce monde, c'est-tu une recherche d'identité ou de modèle masculin positif qui manque dans notre société actuelle, qui fait qu'on va tendre avec les réseaux sociaux plus vers une masculinité toxique parce que c'est ce qu'on nous montre et c'est ce qui est l'influence, en fait, qui est là. Tu sais, l'homme est su comme dans une recherche. Je sais que l'homme, dans une période de sa vie, tu sais, avant l'âge adulte, est dans une recherche d'identité, puis s'il y a peu de modèles ou s'il y a un vide qui est créé, on va tendre vers une influence qui est plus toxique. C'est ça qui fait que les jeunes hommes tendent vers cette masculinité toxique? Ben, t'as les deux polarités, là. Mais le mouvement non-genré, je suis pas un spécialiste, mais j'écoutais Maxwell, puis j'ai Maxwell Sohar, là. Ouais. J'en ai parlé avec d'autres. Puis quand j'étais à l'université, c'était quand même un mouvement, dernièrement, là, les 5 dernières années, un mouvement qui est là. Puis l'étude que Vincent de Gaulle-Jacques parlait, les études dont il parlait, c'est dans ça, il y a une réaction contre le masculin conditionné OK. dans le mouvement non-genré. On veut pas être des gars fermés, on veut pas s'identifier au conditionnement masculin. Ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de modèles de gars. Moi, j'ai identifié ma recherche dans le mouvement la masculinité humaniste. C'est-à-dire être un gars qui s'assume pleinement comme homme, mais qui accueille tout ce qu'il est. De sensible, d'émotif, de fort, d'affirmatif, mais qui est pas défensif. C'est ça qui manque, puis c'est ça le mouvement. Puis on tente de chercher des hommes qui ont cette identité-là pour transmettre aux autres gars, d'être des gars, mais tu rejettes rien de toi, des gars humains. Et c'est ça qui manque. Puis moi, Andrew Tate, puis ce mouvement-là, je suis pas spécialiste non plus, mais moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec la masculinité. C'est de la business. Derrière ça, c'est de la business. Ils ont vu une occasion
de rejoindre des jeunes garçons qui sont un peu perdus, qui ont pas envie d'être des non-genrés, qui ont envie d'être des gars qui cherchent un modèle. Puis eux autres, ils reprennent tout le conditionnement masculin du passé, puis ils le remettent en avant. Mais tu sais, il y a eu un gars qui a passé à Tout le monde en parle cet hiver, qui se disait dans le mouvement masculiniste, là. Puis bon, c'est ça, derrière ce gars-là, ils ont montré un peu comment c'était un gars perdu. Puis c'était une façade, c'est une image, tu sais, pour montrer la prospérité, la richesse, puis tu sais. Qui C'est était pas... tout autre, finalement. Ben oui, tu sais. Puis moi, toi aussi, Normand, là, moi, j'ai déjà eu des gars en thérapie qui prônaient un peu ces valeurs-là, puis ils arrivaient dans le bureau, puis c'est des gars fragiles. Des gars pas en relation, fragiles, sensibles, tu sais, qui savent pas quoi faire avec ça. Ben moi, le mouvement de la masculinité humaniste, là, c'est que tu accueilles tout ça. Tu accueilles le gars fort, affirmatif, mais le gars en même temps sensible. Tu unifies tes polarités. T'es un gars unifié. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui manque, là. Puis qui est chouette qu'il y en ait de plus en plus pour qu'on reste des gars parce que c'est ça qu'on est, mais humains, sans rejeter l'homme, tu sais. Ben, ça me fait plaisir qu'on en parle. Tu sais, moi, j'ai longtemps, mais j'en ai pas parlé, Yvan, parce que j'avais peur de polariser, puis de pas être capable de gérer les commentaires puis les impacts de ce que ça aurait amené comme polarisation. Mais en même temps, je me suis dit, hey, je suis un masculin humaniste, moi. Je représente bien ce que tu décris, tu sais, puis je trouve qu'on a besoin de prendre, toi, moi, on a besoin de prendre cette place-là puis de montrer aux hommes que ça existe, tu sais, justement pour mettre de l'avant un autre modèle plus positif d'homme, là. Moi, j'aime ça être un homme, Normand. Ben J'aime ça oui, me ben sentir oui. un homme. Quand je me regarde, c'est un gars que je vois, puis moi, j'adore les femmes, j'aime regarder les femmes dans ce qu'elles sont, puis ce serait le fun de pouvoir être content d'être le genre qu'on est, puis se rejoindre, là, tu sais, c'est ça le but. Puis je trouve que les gars, on est rendu là, comment récupérer. Tu sais, on comprend que on est arrivé à la masculinité toxique, puis avant ça, à toute une culpabilité masculine, parce que les gars, dans leur défensive, à pas accueillir l'humain qu'ils sont, ont fait des torts. Puis ils sont pris dans des problèmes de consommation. Les gars ont plus de problèmes de consommation que les femmes. Les hommes ont plus de problèmes euh, psychiatriques que les femmes. Les gars se suicident plus que les femmes. Tu sais. Tout ça, c'est dû aux défensives puis à la non-accueil de l'humain qu'on est comme gars. Fait que c'est vers ça, de retrouver la paix avec soi comme homme puis dans les relations. Puis moi, les femmes, il y en a des femmes, tu as raison d'avoir peur de ce que ça peut créer, parce que moi, il y a des femmes puis des hommes qui me rentrent dedans, là. Mais c'est une minorité. Ouais. La plupart des hommes sont contents du chemin que je propose, puis la grande majorité des femmes sont contents, ils ont envie que les gars s'occupent d'eux. Tu sais, accueillir puis connaître ce qu'on est et prendre soin de soi, c'est deux affaires. Puis là, puis moi, c'est ça qui me tient à cœur. Tu sais, normalement, je te le disais, moi, j'ai 60 ans, là, tu sais. Ma carrière, j'ai plus d'objectifs ben, sauf un. Pour ça que je participe à ton émission. Que les gars apprennent à s'occuper d'eux. Pas juste écouter ce qu'ils vivent, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai de la peine. Une émotion, c'est un émetteur. J'ai de la peine, qu'est-ce que je fais? J'ai de la colère, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peur, qu'est-ce que je fais? C'est là que le bonheur va se trouver. Plus je vais m'occuper de moi, mais il faut que je parte de la bonne place, plus je vais être un gars heureux, puis plus mes relations vont être nourrissantes. Puis ça, il y a du chemin à faire. Ouais, puis en même temps, tu sais, si je reviens au masque, j'aimerais ça que tu me parles, tu sais, parce que bon, tu nous as parlé un peu, tu sais, les masques, on comprend que c'est des fonctionnements défensifs, hein, des mécanismes de défense. Pour expliquer à nos auditeurs, un mécanisme de défense, ça provient de l'inconscient pour nous empêcher de vivre une émotion désagréable. Ouais. Puis les masques, en fait, c'est quelque chose qu'on incarne pour pas vivre les émotions, justement. Tu sais. C'est quoi les impacts, tu sais, de rester en arrière de ces masques-là, négatifs? C'est quoi les impacts de l'enlever dans la relation?
je viens d'ouvrir mon livre. Tu me permets-tu que je Vas-y. lise juste pour donner l'image de c'est quoi? Ah ouais. OK. Première catégorie de masques, c'est les masques d'antivirilité. C'est-à-dire que c'est basé contre la virilité. Je veux pas avoir l'air d'un gars. Il y a les masques de douceur, le masque de la victime, du charmeur, du séducteur, puis de l'insaisissable clown. C'est tout un gars c'est toutes des façons d'essayer j'ai mis des mots qui frappent, là, mais c'est toutes des façons d'essayer de rejeter l'affirmation, la colère, le masculin. Les masques d'anti-émotivité, c'est anti parce que c'est contre. Les masques d'anti-émotivité, c'est tout le rapport à se montrer rationnel. Le superficiel, le mystérieux sage, le supérieur, le rationnel. Et les masques de dureté, ceux qui veulent être tough, ben, l'infaillible, l'insensible et le dur. Donc, on a-tu tous des masques? Oui. On va arrêter de se dire, moi, j'ai pas de masque. Moi, j'en ai. Un masque, c'est basé sur la peur de me sentir coupable ou la peur de m'humilier ou la peur de paraître faible. À cause de ces peurs-là, ça se fait très jeune. Je tasse certaines émotions et je présente une autre attitude. Exemple, à cours d'école, là, moi, quand j'étais petit, là, je sais pas si c'est encore de même, mais les petits gars les plus vulnérables qui avaient peur, qui étaient nerveux, qui étaient craintifs, ben, c'était eux autres qui se faisaient le plus frapper, puis dominer, puis écraser. Fait que moi, jeune, j'ai compris vite, oups, par peur de la violence, j'ai tassé tout ce qui était vulnérable de moi. Hein. Et je me suis montré plus tough. Puis à 12 ans, moi, je m'entraînais au poids et haltères, là. Puis à 13 ans, je jouais au football. Puis, tu sais, je voulais être un dur parce que je voulais pas être violenté. Je voulais pas vivre d'humiliation. Moi, je me rappelle, j'étais adolescent, à un moment donné, je parlais avec des gars, puis, tu sais, j'allais pas bien, puis je parlais que j'étais nerveux, puis, voyons, t'as des problèmes, toi, Chris, c'est ça qu'ils m'ont répondu. Des gars qui étaient dans le même conditionnement que moi, là. Fait que j'ai fait, hey, m'as-tu arrêté de parler de ça? Tu sais? Fait que là, tu perds le contact avec toi. Ça part jeune. Tu sais, là. Mon père m'encourageait quand j'étais tough, je m'encourageais moins quand j'étais vulnérable. C'était un bon papa, mon père, mais lui-ci était dans ça. Là, ta question de qu'est-ce que ça apporte? Ben, premièrement, être à l'écoute de soi, c'est un principe qu'on entend parler de partout. Mais c'est pas possible de prendre, tu sais, d'être heureux si t'es coupé de toi. Puis avoir un masque, ça part de loin. Défaire nos masques, c'est pas de dire ben moi je suis un gars authentique, là. Non, non, c'est un masque, c'est ancré solide, là. C'est un réflexe inconscient de se montrer dans un personnage, un autre mot qu'on n'aime pas, un personnage qu'on pense que c'est plus accepté, mais c'est surtout par nous-mêmes. Fait que prendre conscience que, oups, là, tu vois, je vivais telle affaire, j'ai présenté autre chose. Ah, j'avais peur, puis je me suis montré en contrôle. J'avais de la peine, j'ai refoulé, je me suis isolé, j'ai fait le tough. Tu sais, prendre conscience de ça, c'est le début. Comme montre Colette Portelane, c'est la prise de conscience, le processus de changement, la première étape. Et après ça, ça demande d'être capable d'être conscient de ça, accepter que, ben oui, gadon, je fais le dur des fois, je fais le rationnel. Pour récupérer la responsabilité après ça, pour récupérer, c'est quoi l'authenticité réelle que j'ai? De mes défensives, de mes émotions, de mes peurs, pour créer une vie en fonction de la personne que je suis réellement. L'émotion la plus rejetée là, dans le conditionnement masculin, là, tu sais comme moi, normalement, c'est la peur. Ben, la peur, c'est important. Faut démêler les peurs imaginaires des peurs réelles, mais des fois, là, on a peur, puis on a raison d'avoir peur. C'est soit qu'on n'est pas prêt, soit que c'est un défi trop gros pour nous, soit qu'on ne sait pas assez bien préparé. C'est important, puis si tu refoules tes peurs, là, tu pourras pas t'occuper de toi comme il faut. C'est quoi les impacts de s'occuper de soi puis de sortir du masque? Les impacts positifs, tu sais, si les gars, là, on veut leur donner une piste, là, puis leur dire, écoute, l'impact positif, ce que tu peux en retirer, c'est ça. C'est récupérer l'humain que je suis réellement. C'est cesser de rejeter quoi que ce soit de moi, qui est vraiment dans mon authenticité. Telle affaire me touche, ben ça me touche. Telle affaire me met en colère, non défensivement, ben c'est ça.
Telle affaire me fait vivre de l'envahissement, ben, je suis mieux de m'en occuper. Telle affaire me fait vivre de la peur, ben, je suis mieux de m'en occuper. Pour que ma vie ressemble de plus en plus à qui je suis réellement. Et là, j'ai des chances d'être heureux. Tu sais, je fais le lien avec ça. Normalement, quand j'ai étudié à l'université aussi en psychologie là, dans les années 80. Puis il y avait un prof qui avait expliqué la dépression d'une façon bien simple. Il disait, il y a deux courbes dans la vie. Il y en a une, là, c'est pas une courbe, c'est une ligne plate. Elle, c'est toi. C'est tes besoins, c'est tes zones sensibles, c'est tes blessures, c'est ton histoire, c'est tes émotions. Puis celle-là, ben, c'est comment tu vis ta vie. Tu la vis-tu loin de toi ou proche de toi? Ben, porter des masques, puis pas être conscient de tout ça, tu t'éloignes de toi. Puis la dépression, c'est qu'à un moment donné, là, ton psychisme est plus capable de vivre loin de toi. Et là, il t'arrive quelque chose, une dépression, un divorce, tu sais. Et là, c'est l'occasion de te rapprocher de toi. Puis souvent, les gens qui ont des épreuves de même, là, quand est-ce qu'ils en sortent? C'est quand ils apprennent une leçon sur eux. Moi, plus jamais je vais accepter telle affaire. Moi, maintenant, j'écoute mes limites. Moi, maintenant, mes besoins. Et là, ils se rapprochent d'eux. Venir comme ça, je pense pas, mais ils se rapprochent de plus en plus. Et plus ta vie est proche de comment tu sais, concrètement, ton lieu de vie te rend-tu heureux? La façon que tu choisis tes relations amoureuses, là, les genres de personnes, ça te rend-tu heureux? Ta relation à tes enfants, ton travail, toutes les dimensions, ta vie sociale, est-ce que ça respecte ce que t'es? Si oui, tu te rapproches. Sinon, tu t'éloignes. Et c'est là qu'il va y avoir une épreuve qui va être tough, mais qui va servir à te démasquer. C'est un arracheur de masque. J'adore ton image. J'adore ton image. Ça va Ouais. rester, là, écoute. C'est de même que le prof expliquait la dépression et les autres épreuves de vie. Et là, c'est un arracheur de masque. Donc, plus tu écoutes qui tu es puis t'arrêtes d'agir en fonction de ce que tu penses qu'il faut que tu sois, plus tu te rapproches de toi. Et moi, ça fait plusieurs années là que je me concentre à un petit peu ce choix-là. Là. Même les mini-choix. Ce choix-là, c'est-tu moi? Tu sais, puis c'est pas parce que tu dis moi je suis un gars authentique que tu le fais. Non, non, faut que tu t'arrêtes parce que le conditionnement masculin, là, ça part de bien plus longtemps que toi. 30 000 ans. Fait qu'il faut que tu t'arrêtes à attends, c'est-tu bien moi, là? Puis un des trucs chez les gars, là, apprendre à accueillir la peur, la peine, l'insécurité, la culpabilité puis la honte. Ces 5 émotions-là, là, sont dures à accueillir. Ben, arrête-toi. J'ai-tu peur? J'ai-tu honte? Me sens-tu coupable? Je suis insécure? Ça va replacer, là. Ouais, puis tu sais, en fait, quand tu te rapproches de ça, tu te rapproches de toi, tu sais, c'est sûr que ça te demande d'assumer aussi la réaction de l'autre, d'assumer de perdre, d'assumer de blesser, d'assumer, tu sais, puis ça, c'est souvent là, on a un enjeu relationnel. Ah oui. Oh oui, t'as raison que là, on tombe dans l'autre étape. Une fois que tu t'écoutes, là, on tombe dans le principe qu'on entend beaucoup parler de l'amour de soi. Tu sais, Ouais. les gars, ils ont envie d'être plus heureux. Ben, faut plus fonctionner sur le conditionnement masculin, mais plus sur le respect et l'amour de soi. Tu sais, d'être capable de dire à quelqu'un, écoute, moi, ça me convient pas. Ben là, t'es plus un tough, t'es plus un dur, t'es un gars qui s'écoute, qui dit, gars, moi, j'ai une limite à fonctionner de même. Puis on le fait pas contre les autres, on le fait pour soi. Mm. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais avec une femme dans ma vie, puis il y avait tu sais, des fois, elle parlait contre ma fille, tu sais. Puis là, j'ai dit, moi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que ça me fait trop mal. Tu remets en question euh, le papa que je suis et que j'ai été. Tu sais, on peut discuter de comment j'agis, mais parler contre ma fille, ça, je peux pas. Elle va te demander d'arrêter ça, tu sais. Puis ça a été un sujet de rupture. J'ai dit, je peux pas fonctionner avec de même. Tu sais. Fait que d'écouter mes limites,
Ça a été une question d'amour de moi puis d'accepter de perdre. C'est ça. T'as accepté de perdre, t'as assumé que tu peux pas aller au-delà de ça. Non, puis elle, ça touchait ses enjeux. C'est une bonne personne, mais ça touchait ses enjeux. Fait que on n'arrivait pas à se rejoindre dans ça. Tu sais, comme il y avait une autre fille que j'ai rencontrée à un moment donné qui, elle, avait un fonctionnement très envahissant. Là, tu sais, là, comment je m'habille, je parle, comment je me coiffe, tu sais, comment j'agis. Arrête, arrête. Puis c'était trop fort, c'était ses enjeux. J'ai dit que moi, je peux pas fonctionner de même. Là. Je peux pas être dirigé par toi là, dans ma vie. Sinon, c'est plus c'est pas toi que je vais aimer, c'est moi que j'aimerais plus être avec toi. Tu sais, fait que c'est une question d'amour puis de respect de soi, puis accepter que ça se peut qu'on perde. Mais moi, je remarque que quand on le fait dans le respect de soi, là, on peut perdre certaines personnes, mais on attire d'autres. Qui, eux autres sont bien avec qui tu es, authentiquement. Et c'est ça qu'on cherche. Ouais. Le respect de soi, puis des gens avec qui ce qu'on est se rejoint. Un gars qui va être le tough, il va rencontrer, par exemple, une fille qui aime des gars qui sont tough. Ben, il va falloir qu'il reste dans ça, sinon elle va être déçue puis il va la perdre. Mais si le gars, il cherche pas à être tough, mais juste à être lui, il va rencontrer une fille qui aime son authenticité, il va pouvoir être vrai. Fait que le prix à payer d'être en arrière d'un masque est très, très élevé, tu sais, parce que c'est comme, c'est de le maintenir continuellement, puis de s'éloigner de soi, là. Ouais. T'aimes bien l'image, hein? Ouais. Ah, j'adore ça. Ouais. Ouais. Puis, dis-moi donc, par où un homme peut commencer pour sortir, tu sais, si on veut aujourd'hui, là, donner de l'espoir, là, aux hommes, là, tu sais, qui sont pas en cheminement, puis qui veulent sortir du masque, puis qui veulent apprendre à se connaître, tu sais, c'est quoi les moyens que toi, tu privilégies là, par rapport à ça, là? Moi, je pense que, tu disais des gars qui font pas de démarche. Moi, je pense qu'il faut faire une démarche. Elle peut être multiple. Que ce soit de la lecture, sur les prises de... Il faut apprendre à récupérer la vraie personne que je suis. Des groupes de parole d'hommes, c'est excellent. Des lectures, des formations, de la thérapie individuelle, de couple. Il faut faire des démarches. Pourquoi? Pour se rencontrer. C'est trop facile, tout seul dans sa bulle, de pas se remettre en question puis de penser que tout est correct. Puis, dans ce temps-là, tu dis quoi? C'est qu'à chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, tu dis, ah, ben, c'est à cause des autres. Non, non, man. À un moment donné, il faut que tu regardes qu'est-ce qui part de toi. Et ça, là, ce que tu rencontres de difficile dans tes relations, c'est des occasions de te regarder. Puis aussi de regarder, es-tu un gars heureux ou pas heureux? Heureux peut-être dans certains domaines, puis moins dans d'autres. Ben, utilise le domaine où tu es moins heureux et apprends à connaître qu'est-ce que tu vis, à récupérer d'où ça part, c'est quoi tes besoins réels. Moi, je pense qu'il faut faire des démarches, puis faire Hmm. partie de groupes d'hommes, puis avoir des modèles de gars. Identifier des modèles de gars que tu dis, Colin, ce gars-là, il a l'air libre d'être ce qu'il est, j'aimerais ça, être comme ça. Ça aussi, Hmm. c'est un autre bon moyen. Trouver des modèles, faire des démarches, utiliser ce qui va pas pour se connaître, puis apprendre à poser des gestes basés sur comment je me sens, qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce qui me rendrait heureux. Ah, écoute, Yvan, tu sais, ça nous amène tranquillement vers la fin. Tu sais, je reste profondément touché, Yvan. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, tu sais, puis je vois, tu sais, ce qui me touche, c'est ton expérience. Hmm. Tout ce que tu as développé comme expertise au niveau de la condition masculine, comment c'est riche. Tu sais, moi, tu sais, je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation. Tu sais, c'est Hmm. comme pour moi, ton apport est vraiment important. Puis je comprends le sens de l'hommage Guy Corneau, tu sais, aujourd'hui en Hmm. t'ayant parlé, tu sais. Fait que ça, pour moi, merci. Puis pour nos auditeurs aussi, là. Puis tu sais, t'en as parlé, effectivement. Tu sais, je sais que tu animes toi-même des groupes d'hommes là, au Centre de relations d'aide de Montréal. Il y a des cercles de parole auxquels vous pouvez assister, messieurs, dans la communauté d'attributs masculin également. Mhm. Il y a des thérapeutes en relation d'aide. Je sais souvent que les services sont contingentés au niveau des psychologues. Mais tu sais, les thérapeutes en relation d'aide, c'est des professionnels
en fait, qui ont la compétence pour vous accompagner, pour vous aider. Tu sais. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu dises trouvez-vous un modèle d'homme. Tu sais, on a dans notre entourage des beaux modèles d'hommes aussi, Et sur lesquels on peut s'adjoindre ou s'appuyer ou parler. Tu sais. Ben, tu sais, merci de ton invitation, Normand. Puis, tu sais, moi, je sais que toi aussi, tu es un leader dans ça. Tu as travaillé beaucoup sur toi. T'as une communauté qui favorise de devenir vrai comme homme. Mm. Toi-même, tu es un modèle. Fait que je te connais assez pour savoir ça de toi. Puis, où est-ce que tu as appris à accueillir tout ce qui t'habite, quoi que ce soit, Ouais. pas à t'en occuper. Fait que je pense que c'est une belle rencontre entre nous deux de ce qui représente la masculinité humaniste, là, tu sais, des hommes unifiés, là. Ouais. Ouais, vraiment, puis on le porte, tu sais, je l'assume aujourd'hui, puis t'es été une belle inspiration dans ma vie pour ça, tu sais. C'est pour ça que je te dis, quand tu m'as dit, trouvez-vous un modèle d'homme, tu sais, moi, je l'ai pas eu, ce modèle-là, avec mon père, parce qu'il était absent, tu sais, puis il m'a pas montré un modèle d'homme assumé dans sa masculinité, tu sais. Puis tu en as été un dans ma vie, tu sais, puis je veux te remercier pour ça, parce que ça me permet aujourd'hui d'assumer l'homme dans son entièreté, dans son authenticité, pour en inspirer d'autres, mais t'as contribué beaucoup à ça, Yvan, je te remercie, tu sais. Fait plaisir. Puis tu sais, je finirai en disant, les jeunes, ils sont plus capables de parler d'eux. Mais moi, ce que j'observe, c'est quand ils sont en relation amoureuse, là, le conditionnement masculin, il revient. Il y a quelque chose dans la dynamique de couple qui fait ressortir ça. Fait que, il y a du chemin à faire, à continuer à vouloir être heureux puis se libérer du conditionnement pour être l'homme que je suis. Pas contre, mais pour être l'homme que je suis. Puis c'est ce que je souhaite à tous les gars. Je te réinviterai pour en parler du couple. Ça me fera plaisir. Écoute, si t'es Merci. ouvert, ça me ferait vraiment plaisir de te réinviter dans un autre épisode au cœur du masculin. En terminant, on peut te rejoindre, je pense, Yvan, sur ton site internet, yvanfaneuf.com. Ouais. Parfait. Puis, écoutez, vous voulez des informations, toutes les informations vont être disponibles dans la description du balado au cœur du masculin. Il y a également la communauté La Tribu Masculin. Vous pouvez retrouver les informations sur mon site internet à normandfaubert.com. Et je vous invite à un autre épisode très bientôt de ce podcast au cœur du masculin. À très bientôt, chers auditeurs. Merci. Merci, Yvan. Merci, Normand. Merci. Salut tout le monde.